Coup de mob? Coup de mob? Coup de mob? Coup de mob. Coup de mob. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Daniel Leduc et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado Coup de mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Et aujourd'hui, on va regarder en détail le réseau des services de garde au Québec. C'est vraiment une belle histoire de mobilisation, vous allez voir. Et avant de vous présenter mes invités, peut-être citer Wikipédia, parce que si on consulte cette encyclopédie sur le web, on y découvre que la création du réseau des CPE a été mise sur pied le 23 janvier 1997 par Pauline Marois, alors qu'elle était ministre d'Éducation au sein du gouvernement du Québec, à partir des garderies sans but lucratif et des agences de garde en milieu familial. Fin de la citation. Le réseau des services de garde au Québec ne peut évidemment pas se résumer qu'à cela. Depuis la création des salles d'asile en 1863 par les Sœurs Grises à Montréal, il en aura fallu des luttes de femmes pour arriver au réseau tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ces luttes ont été menées par plusieurs générations de femmes qui souhaitaient participer au marché du travail, l'esprit en paix, en sachant leurs enfants entre bonnes mains et en sécurité. Ces luttes ont été menées en alliance avec des groupes de citoyennes, le mouvement des femmes et par le mouvement syndical, particulièrement par le biais des comités de conditions féminines. Or, aujourd'hui, les luttes se poursuivent non seulement pour l'amélioration du réseau en tant que tel, mais aussi pour une réelle reconnaissance des compétences de celles qui y travaillent. Alors, pour fouiller ce sujet fort riche, j'ai trois invités, et puis je suis très heureux que vous soyez là. Alors, tout d'abord, Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Bonjour, Dominique. Bonjour. Anne-Joëlle Galipeau, tu es présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de Montréal et Laval CSN. Oui, bonjour. Bonjour Anne-Joëlle. Et puis Camille Robert, doctorante en histoire. Je crois que tu es sur le point de soutenir ta thèse et tu es à l'UQAM. Est-ce que je suis bien informé? Oui, exactement. Également chargée de cours et usagère de CPE puisque ma fille fréquente un CPE. Merci beaucoup. On va commencer d'abord par se poser la question, les services de garde à l'enfance, les CPE, Centre de la petite enfance, puis il y a aussi les RSGE, Réseau de services de garde éducatif. Anne-Joëlle, tu me diras dans un instant c'est quoi au juste des RSGE. Moi, j'avoue, je connais pas très bien cela. Mais enfin, tels qu'on les connaît, donc services de garde, CPE, puis RSGE, tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs années de lutte de femmes. D'abord, Anne-Joëlle, j'aimerais que tu me dises c'est quoi les RSGE, puis j'aimerais ça que vous, les trois, là, donc Dominique, Anne-Joëlle, puis Camille, vous nous parliez justement de ces RSGE, CPE, puis les services de garde, nous en parler un petit peu. Alors d'abord, c'est quoi les RSGE? Les RSGE, en fait, c'est des éducatrices qui se trouvent davantage à leur domicile, donc qui ont un milieu familial, et leur métier n'est pas reconnu nécessairement. Donc, il y a une valorisation carrément de l'ensemble du réseau, autant pour les CPE que pour les RSGE. Le E de éducatif a été une lutte et a été un gain de leur dernière négociation de convention collective. Donc, service de garde, CPE, RSGE, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, comme bonne historienne, j'aurais envie de remonter un petit peu dans le temps. En fait, les CPE, le réseau tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça remonte pas seulement à Pauline Marois. Il faut carrément revenir aux années 1960, au moment où il y a de plus en plus de femmes, de mères de jeunes enfants qui intègrent le marché de l'emploi ou qui ne veulent pas nécessairement le quitter au moment où elles ont des enfants. Puis à l'époque, il n'y a pas de réseau de garderie là, en tant que tel. Il y a quelques établissements privés. Les établissements qui sont financés par l'État s'adressent à des publics plus vulnérables. Donc, il n'y a pas vraiment d'offres. Puis, fin des années 60, début des années 70, ça va devenir vraiment un enjeu pour les mouvements des femmes de créer un réseau de garderie universel, public et gratuit. Puis, c'est aussi à cette époque-là qu'on voit à partir de 1971 des premières garderies populaires qui sont ouvertes à l'initiative des parents, de militants, militantes, du personnel éducateur, qu'on n'appelle pas comme tel à l'époque, là, mais on voit aussi des militantes syndicales qui vont s'impliquer dans ces initiatives-là. C'est des établissements qui reçoivent tout d'abord un financement fédéral, mais qui reçoivent par la suite très peu de subventions. Donc, ça va être toute une lutte, là, justement, pour aller chercher du financement pour ces établissements qui sont, en quelque sorte, autogérés, là. Donc, c'est vraiment des comités de parents, d'éducatrices, puis de militants, militantes qui vont s'en occuper. Puis donc, ça va donner lieu aussi à plusieurs luttes par la suite
suite, justement, pour obtenir des locaux, obtenir du financement puis des ressources, là. Mais le financement était fédéral, alors que maintenant c'est provincial. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien en fait, c'était le ministère de la main-d'œuvre et de l'immigration là, qui offrait des subventions pour démarrer des projets. Puis il y a à l'époque des militantes et militants qui s'en sont saisis justement pour ouvrir ces établissements-là, ces garderies populaires, surtout dans des quartiers populaires, là, généralement, où il y avait plus de besoins pour ce type de service-là. Puis par la suite, il y a d'autres garderies populaires qui ont été ouvertes dans d'autres quartiers. Mais justement, le financement provincial, au départ, ça n'allait pas de soi. Là, puis ça a vraiment été des batailles qui ont été menées à chaque fois. Il y a eu des occupations de bureaux de ministres aussi qui ont été faites pour essayer justement d'aller chercher du financement. Puis là, on parlait juste de financement pour que ces établissements-là puissent survivre. Là. Il n'était même pas question encore de subventionner les salaires des éducatrices. Ça, c'est une lutte qu'il y a eu dans les années suivantes. Mais pour vous donner un exemple, là, il y a eu, par exemple, plusieurs grèves de loyers qui ont eu lieu entre 1977 puis 1983 parce que les locaux, par exemple, qui étaient prêtés par les commissions scolaires, la commission scolaire de Montréal, la CECM à l'époque, exigeaient des hausses de loyers qui étaient démesurées par rapport aux capacités financières des garderies populaires. Donc, il y a vraiment eu énormément de luttes là, juste pour la survie de ces milieux-là. Puis quand on écoute les entrevues avec des militantes, on se rend bien compte que ces personnes-là, finalement, c'est de l'implication militante, mais elles étaient très peu payées. Parfois, elles devaient carrément renoncer à leur salaire ou être sur le chômage juste pour pouvoir assurer la survie de ça. Donc, quand on parle des CPE, il faut voir aussi tout ce qui a été fait avant pour les garderies populaires. Et Dominique, toi, tu as bien connu cette époque-là. Là. Bien, en fait, j'ai connu plus les années... à partir de la moitié des années 80, parce qu'à cette époque-là, je travaillais au Centre des femmes de Verdun et la garderie communautaire de Verdun faisait partie des citoyennes, des regroupements citoyens qui avaient contribué à la fondation du Centre des femmes de Verdun. Fait qu'on était très près de ce qu'elle vivait, ce qui fait que ça faisait partie aussi des discussions qu'on avait à l'intérieur du Centre des femmes. Puis ça avait des répercussions sur justement sur toute la réflexion féministe, parce que les centres de femmes, c'est vraiment l'exercice du féminisme au quotidien. Et puis, ça amenait beaucoup de réflexions sur justement la valorisation du travail des femmes, sur est-ce que, comme femme, on peut ou pas travailler, ou bien c'est mieux de rester à la maison? Fait que ça soulevait tous ces enjeux-là. Fait que c'était très riche comme discussion. Puis ça permettait justement d'élargir cette question-là à plusieurs enjeux qui touchent la condition des femmes très directement dans leur quotidien. Justement, historiquement, la CSN a toujours appuyé le réseau des garderies populaires à ce moment-là, d'où la création, là, en 1980, à cette époque-là, le Syndicat des travailleuses en garderie de Montréal, donc le STGM. Et c'est vraiment que beaucoup plus tard qu'on est devenu le STCPEML, comme on le connaît présentement. Et les premières luttes remontent à la première table nationale, là, entre autres la grosse lutte en 1986. C'était le début pour justement avoir des assurances collectives, pouvoir avoir un pouvoir décisionnel au niveau des formations et également là, tout ce qui était la question de santé-sécurité, donc le retrait préventif. Puis c'est uniquement après 3 ans de négociations qu'il y a eu un résultat là, en 1989 pour le dénouement là, de cette lutte-là. Mais Angel, ton grand syndicat, donc le STML, donc Syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de Montréal et de Laval, donc d'où le ML. Vous êtes combien? C'est beaucoup de petites entités qui sont regroupées sous un... On a énormément d'accréditation parce que c'est des employeurs uniques, mais la subvention vient du ministère. Donc, c'est pour ça qu'on est plus paraprivé, okay. Parapublic. Paraprivé, parapublic. C'est ça. Voilà. Et puis, effectivement, on continue sans cesse d'avoir de nouvelles accréditations, donc des CPE qui cherchent à se syndiquer pour pouvoir, collectivement, avec la force du nombre, obtenir davantage, puisque ce qu'on obtient au niveau national, c'est autant pour les CPE
CPE syndiqués que non syndiqués. Et à l'heure actuelle, à Montréal, on est 3000 travailleuses. Puis on continue sans cesse d'en avoir de nouvelles. Fait qu'on est amené à grossir. Puis à l'échelle du Québec, on est 13 000 à l'heure actuelle. Ça représente combien de CPE à peu près, ça? On a à peu près 171 CPE, mais on a davantage d'installations. Donc, un CPE a parfois plusieurs installations. Le plus gros qu'on a, c'est 5 installations. Oh là là! C'est le Costco des CPE. C'est toute une coordination, par contre. Effectivement. Oh là là, OK. Les particularités locales et les particularités là, plus régionales, nationales, effectivement. Bon, bien, alors, Anne-Joëlle, tu ne chômes pas, visiblement. Ben, vous êtes à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain. On va faire une petite pause, puis on va s'intéresser à justement l'implication du mouvement syndical dans ces luttes. Alors, de retour dans un instant. Ben, vous êtes toujours à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Et aujourd'hui, on s'intéresse au réseau des services de garde du Québec. Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain CSN, est avec nous. Merci, Dominique. Anne-Joëlle Galipeau, présidente du STT des CPE de Montréal et Laval CSN. Et Camille Robert, doctorante en histoire à l'UQAM. Donc, c'était quoi le rôle du mouvement syndical dans ces luttes? Puis, par le fait même, c'est quoi le rôle que joue encore le mouvement syndical en ce moment, par les temps qui courent? Oui, c'est ça. On est constamment en lutte. Donc, on finit une négociation pour en réouvrir une nouvelle. Le but, c'est de vraiment valoriser le réseau et donc d'obtenir davantage pour les enfants qui le fréquentent. Donc, dans nos priorités de négociation, on a entre autres de trouver des ressources pour les enfants à besoin de soutien particulier. Donc, au cœur de nos revendications, il y a toujours les enfants. Donc, on a effectivement l'appui des parents, de la population. C'est les recettes gagnantes. Donc, puis les moyens de la centrale syndicale et les actions des travailleuses sur le terrain qui sont des travailleuses extrêmement mobilisées, qui ont à cœur leur travail quotidien, puis la qualité de service qu'elles offrent également. Mais pour quelle raison ce feu roulant de négociation? Tu dis, on est constamment en égo. Pourquoi? C'est un milieu qui évolue. Donc, au niveau autant des bâtiments, on parlait des bâtiments Vestus dans le secteur public, il y a effectivement cet enjeu-là au niveau des CPE. Donc, il y a cette recherche-là. Il y a également les lois, la législation qui change. Donc, maintenant, il y a une subvention qui est rattachée au taux de fréquentation des enfants dans les CPE. Donc, les employeurs ont avantage à diminuer le taux d'absentéisme pour pouvoir avoir la pleine subvention, ce qui amène certaines pratiques qui parfois là, ont carrément des enjeux de santé et sécurité pour les enfants et pour les travailleuses dans le CPE. Oui, mais ça fait quand même longtemps que le mouvement syndical là, est activement engagé, même avant la syndicalisation. Là, avec mes recherches dans les archives, j'ai vu que dès 1973, il y a un appui officiel très fort là, de la part des centrales syndicales, dont la CSN, en faveur des revendications puis du mouvement des garderies. Parce qu'on ne l'a peut-être pas mentionné, Camille, mais ta thèse de doctorat, c'est quoi le titre? Le titre, c'est un peu plate, là, mais le sujet est le fun. C'est les travailleuses de l'éducation et de la santé face au tournant néolibéral de l'État québécois. Donc, je me suis intéressée, parmi d'autres choses, là, aux luttes des femmes à l'intérieur des organisations syndicales, concernant le secteur public, mais aussi concernant la mise en place d'un réseau de garderies universelles, publiques et gratuits. Donc, j'ai fait quand même des recherches en archives pour aller voir justement qu'est-ce qui a été fait. Puis effectivement, les comités syndicaux de conditions féminines ont joué un rôle énorme pour créer des alliances entre le mouvement syndical puis entre le mouvement des garderies à l'époque. Puis aussi, lors des négociations, lors des fronts communs de 76 et 79, il y avait aussi des revendications pour qu'il y ait des locaux de garderies qui soient, qui soient octroyés là, dans les bâtiments publics comme les hôpitaux, les cégeps, les universités, les écoles. Finalement, pour que les employeurs fournissent des locaux pour que des garderies soient ouvertes, non seulement pour les travailleuses et travailleurs de ces milieux-là, mais aussi pour les gens qui habitent les quartiers là, environnants. Donc,
je ne sais pas si ça se fait encore dans les négociations, je pense que non, mais c'est quand même quelque chose qui a permis, au début des années 80, de créer environ 70 garderies à partir de locaux là, qui ont été fournis dans des établissements publics et parapublics. Donc, il y a ça aussi. On voit que c'était pas juste une position de principe, mais les milieux syndicaux se sont vraiment engagés de façon proactive pour ouvrir plus de milieux, mais effectivement aussi pour syndiquer les éducatrices là, à partir des années 80, comme ça a été dit. Puis, c'est après ça, plus au cours des années 90, là, qu'il va y avoir des premières grèves, mais qui vont permettre d'obtenir une première subvention salariale aussi pour les éducatrices de la part du gouvernement. Donc, c'est des luttes qui remontent à très loin, là, mais c'est important de s'en rappeler aussi. Bien, tu as tout à fait raison. Je trouve ça vraiment passionnant, là, parce que, évidemment, ça ramène aussi, d'entrée de jeu, là, ça ramène la nécessité pour les organisations syndicales de revendiquer des améliorations sociales, de mettre de l'avant des mobilisations pour obtenir des revendications sociales qui ne sont pas nécessairement liées juste au milieu du travail en tant que tel, mais d'élargir nos revendications. C'est un peu comme à CSN, on appelle ça le deuxième front, oui. Là, tu sais, donc agir non seulement dans les milieux de travail, mais aussi dans la société pour qu'on puisse obtenir des gains pour améliorer les conditions de vie de tout le monde. Puis je trouve ça vraiment intéressant quand tu mentionnes le rôle spécifique des comités de conditions féminines qui étaient très enclines à mettre ce genre de revendications-là sur le plancher parce que c'était aussi une époque où, puis moi je pense qu'on se bat encore pour ça, là, bien sûr, mais c'est une époque, non, tout à fait, où on mettait aussi de l'avant la reconnaissance du travail des femmes, non seulement parce que c'était un apport à la sphère économique, mais aussi parce qu'il y a eu et il y a encore une dévalorisation du travail des femmes en tant que tel, comme si, parce qu'on est, on est souvent dans des métiers qui sont de l'ordre du care, du prendre soin, puis c'est un peu comme si c'est dévalorisé parce qu'on considère que ça fait partie, et là, entre guillemets, de notre rôle traditionnel, dit naturel. Là. Et donc, de toute façon, ça nous échoue, ces tâches-là. Alors, il y a comme une dévalorisation du type de travail. Puis je me rappelle justement, dans les années 90, où il y a eu une grande campagne où les travailleuses comparaient leur salaire à celui des techniciens de zoo. J'ai rien... ça demande beaucoup de compétences, justement, d'être technicien de zoo. Les techniciens de zoo... Qui étaient beaucoup plus payés qu'eux autres, oui. Alors qu'ils avaient une formation technique, ils prenaient soin d'être vivants, et mais la caractéristique des travailleuses en milieu de garde, là, en garderie à l'époque, c'était d'être à 99% des femmes. Et donc, c'était automatiquement comme dévalorisé. Et ça a été une grande lutte pour la reconnaissance que c'était une véritable profession que de s'occuper des enfants, puis que ça exigeait des compétences et une expertise, en plus d'un grand dévouement. Mais ça, la compétence et l'expertise, c'est extrêmement important. Puis, justement, encore là, je me rappelle que quand j'étais au Centre des femmes de Verdun, ça servait beaucoup de réflexion, la lutte des travailleuses pour alimenter la lutte plus générale sur la reconnaissance du travail invisible des femmes, des travailleuses au foyer, de tout ça. Fait que ça a été extrêmement marquant, non seulement pour les femmes qui voulaient avoir accès au milieu du travail, pour les femmes qui voulaient faire reconnaître leur profession comme étant une profession noble qui exige des compétences, mais aussi de façon plus large sur le rôle des femmes, le rôle social des femmes dans la sphère privée, dans la sphère publique. Fait que c'était une lutte majeure à tout point de vue pour l'avancement de la condition des femmes. Mais là, Dominique, on ne parle pas d'une lutte là, il y a 150 ans ou il y a 200 ans. Là, c'est quand même... C'est tout récent. Oui. Là. Puis elle se poursuit, oui. Oui. C'est complètement fou. Oui, c'est complètement fou.
Oui, bien, tu sais, tu parlais du deuxième front, Dominique. Moi, j'ai envie de même parler d'un... Tu parlais du deuxième front. Moi, j'ai envie de parler d'un troisième front à cette époque-là qui se met en place, là, carrément, parce que, tu sais, c'est pas juste que le mouvement syndical reconnaisse les luttes sociales, c'est que le mouvement syndical reconnaisse les luttes des femmes. Exactement, Comment ces luttes-là sont interreliées, touchent les sphères de l'emploi, les sphères domestiques, la dévalorisation des emplois traditionnellement féminins. Puis toute cette lutte-là, elle se passe particulièrement dans les années 80, dans un contexte de recul sociaux, de montée du néolibéralisme, de compression budgétaire dans les services publics et les programmes sociaux. Puis les batailles que les femmes mènent à ce moment-là, c'est complètement admirable. Parce que, on le sait, le mouvement syndical dans les années 80 se déstructure, là, en quelque sorte. À partir de 1986, il n'y a plus de front commun. Les présidents des centrales syndicales qui étaient là depuis longtemps quittent. Dans certains cas, ils sont remplacés par des femmes. Mais... pour les femmes, c'est une période qui est formidable. Puis la ténacité, la combativité mérite absolument d'être soulignée parce que malgré le contexte social qui est défavorable, il y a quand même des avancées qui ont été obtenues. Effectivement, la négociation de 89 qui a mené à la reconnaissance du congé de maternité pour les éducatrices, à l'obtention d'assurances puis de fonds pour la formation. Cette victoire-là en 89, ça mérite d'être souligné. Mais après ça, dans les années 90, justement, les luttes pour que le gouvernement finance une partie du salaire des éducatrices, c'est des batailles là, qui ont vraiment... ça mérite d'être souligné, là. Oui. La lutte n'est pas finie, notre balado non plus. Alors, restez là. On vient dans un petit instant. Vous êtes à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain. Et aujourd'hui, on s'intéresse au réseau des services de garde du Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Et j'ai de belles invités avec moi aujourd'hui. Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Anne-Joëlle Galipeau, présidente du STT des CPE de Montréal et Laval, CSN. Et Camille Robert, doctorante en histoire. Ben là, après avoir vu, le rôle du mouvement syndical dans ces luttes, on pourrait penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de problème, ça roule bien. Donc, je présume qu'il n'y a pas de danger qui menace les réseaux de CPE ou encore des RSGE. Non, je suis dans le champ complètement, évidemment. Alors, quelles sont les luttes que vous devez faire encore? Puis je regarde Anne-Joëlle en ce moment là, pour faire face à ces menaces. C'est quoi les enjeux en matière de lutte syndicale? Puis, c'est peut-être drôle comme question, mais est-ce que, en tant que travailleuse en CPE, vous pouvez compter sur l'appui des parents? Des questions à 100 $. Fait que je vais y aller avec toi tout d'abord, Anne-Joëlle. Bien, la menace constante, c'est un peu comme le secteur privé, c'est la privatisation. Donc, pour répondre aux promesses électorales d'ajouter des nouvelles places dans le réseau, bien, en fait, c'est davantage de convertir des garderies privées existantes en garderies privées subventionnées qui n'ont pas les mêmes exigences que les CPE au niveau autant de la qualité des services qui est offert. Donc, c'est plutôt que d'attribuer de nouvelles places puis favoriser la construction, c'est davantage l'avenue qui est envisagée en ce moment. Et puis, il y a également la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre qui touche le réseau, bien, il y a deux façons de le voir. De la partie syndicale, on veut rehausser les conditions de travail pour justement, non seulement les attirer, mais les retenir. À l'heure actuelle, les gens qui intègrent le réseau n'ont pas la volonté d'en faire carrière. Donc, ils voient ça comme un moment transitoire vers une autre carrière comme étant enseignante en milieu scolaire ou carrément un autre type d'emploi. On a des ébénistes, on a des futures travailleuses de la construction. Puis c'est vraiment de façon transitoire parce que les conditions de travail ne leur permettent pas de subvenir à leurs besoins là, à plus long terme. Fait que c'est pour ça qu'il y a un exode des travailleuses. Exact. Et il y a énormément de postes à combler dans les CPE. Donc, on parle de bris de service parfois dans certains centres de la petite enfance. Et plutôt que d'aller vers notre solution, à l'heure actuelle, ce qui est davantage envisagé, c'est d'augmenter le taux de présence des travailleuses déjà dans le milieu, donc de diminuer les vacances, de diminuer les possibilités de prendre des congés sans traitement, des journées de maladie. Donc, c'est vraiment deux avenues qui ont pourtant un objectif commun, c'est d'avoir davantage d'éducatrices qualifiées dans le réseau.
J'ai entendu parler aussi que le phénomène des agences de personnel est aussi de plus en plus présent dans le réseau, là, un peu comme ce qu'on voit dans le milieu de la santé. Exactement. Non seulement ça, c'est qu'il coûte extrêmement cher. Donc, il y a certains CPE qui se trouvent en difficulté financière pour la simple raison qu'ils n'ont accès qu'à ce service de remplacement-là, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on avait ce qui s'appelait des listes de rappel qui étaient bien garnies, d'éducatrices qui tentaient d'avoir davantage d'ancienneté pour éventuellement avoir accès à un poste. Mais vu que le choix de poste à combler est tellement ouvert, il n'y a plus vraiment de liste de rappel. Donc, dans la majorité des CPE, il n'y a pas de liste de rappel, donc de remplaçantes sur appel pour, à pied levé, là, prendre un groupe d'enfants là, sous son aile. Et ça amène toutes sortes de problématiques aussi. Donc, le service de remplacement, ben il n'y a pas non plus d'exigence au niveau de l'éducatrice qualifiée. Il n'y a pas de période de probation au sein d'un même milieu de travail, donc qui garantit qu'elle est en lien avec les valeurs du CPE et ainsi de suite. Donc, ça amène aussi une surcharge pour les travailleuses qui sont dans ce CPE-là, qui accueillent souvent des visages changeants de ce même service de remplacement-là. Puis avec des enfants de, je sais pas, le 18 mois, 2 ans, 3 ans, c'est extrêmement difficile comme adaptation, j'imagine. Puis ça alourdit la charge des éducatrices qui sont là de façon permanente. Effectivement, puis il y a une augmentation d'enfants à besoin de soutien particulier, autant diagnostiqués que non diagnostiqués. Donc, c'est des enfants qui vont réagir souvent et qui ont des interventions qui ont été déterminées pour justement les soutenir dans leur développement au quotidien. Et ces personnes de service de remplacement-là doivent se faire énormément accompagner dans cette journée-là par les travailleuses qui, elles aussi, ont à charge un groupe avec l'ensemble des particularités des enfants là, qui le constituent. Ce qui est très particulier, c'est que votre lutte, évidemment, concerne les travailleuses, mais il y a une incidence directe également sur les enfants. J'ose pas dire la clientèle, mais sur les enfants dont vous devez vous occuper. Les parents là-dedans, est-ce qu'ils sont-ils de votre bord? Est-ce que vous sentez l'appui des parents de ce côté-là? Par la qualité du travail quotidien que les éducatrices font à l'heure actuelle, les parents le voient, ont conscience de tout l'apport d'une éducatrice qualifiée, autant dans leur intervention que dans leur collaboration avec les parents, qu'ils sont effectivement derrière nous. Donc, il y a des pétitions qui ont été remises à l'Assemblée nationale avec avec 20 000 signatures. Donc, c'est beaucoup de parents qui ont apposé leur signature sur cette pétition-là. Il y a également le support quotidien et la reconnaissance quotidienne dans leurs propos. Et on peut toujours compter sur eux là, lorsqu'on fait l'annonce de grève. Et ces journées-là, là, on entend beaucoup de messages de solidarité, justement. Dominique, en tant que présidente du Conseil central, tu les vois, ces travailleuses sur le terrain, puis depuis des années et des années. Ah oui. Elles luttent de façon acharnée, c'est admirable. Moi, j'ai une profonde admiration, là, Anne-Joëlle le sait, j'ai une profonde admiration pour le syndicat des travailleuses, pour en fait, je trouve que l'histoire, tu sais, que tu relatais, les luttes actuelles, elles s'inscrivent dans ce parcours historique-là. Elles ont conservé, génération après génération, cette même combativité et jamais elles ne reculent devant un combat. C'est fabuleux. Moi, je ressors toujours des assemblées générales ou des piquets de grève tellement énergisées parce que c'est des femmes fières qui mènent des luttes, justement, génération après génération pour l'amélioration des services, pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Puis moi, je trouve ça fabuleux. Et d'autant plus que c'est très festif aussi, souvent, les piquets de grève dans les CPE, fait qu'elles savent très bien jouer le rôle de lier le plaisir et la lutte. Fait que ça, c'est toujours très, très intéressant. Puis la dernière chose que je souhaitais dire aussi, c'est que elle n'oublie jamais personne. Elle ne laisse personne derrière. On parle beaucoup des éducatrices, mais c'est un univers, hein? C'est un écosystème où chaque personne qui accomplit des tâches a un rôle très important à jouer, que ce soit pour la désinfection, que ce soit pour le ménage, que ce soit aussi pour, mon Dieu, la nourriture. Moi, mon plus vieux, là, sa meilleure amie, c'était la cuisinière, là, parce que c'est un grand gourmand. Et donc, ils ont mené des luttes aussi parce qu'à un moment donné, le gouvernement voulait faire des offres différenciées. Elles ont dit non. Elles ont dit non. Chaque personne à l'intérieur, chaque travailleuse à l'intérieur du CPE joue un rôle important. Puis moi, ce que j'admire aussi, c'est cette façon de lutter que vous avez
qui vous mène à ne laisser personne derrière. C'est exemplaire comme combativité, comme persévérance, comme ténacité, là. Moi, je les aime d'amour. Puis en plus de ça, côté mobilisation, c'est un exemple de mobilisation. Vous avez même une mascotte, on peut peut-être... La gamine, mais oui, la gamine qui a été dessinée, qui provient justement de Montréal, qui a été dessinée sous le coin d'une table, qui est en 2D au niveau régional, mais qui a été repris là, au niveau national et qui a créer cette mascotte-là qui est reconnue, que les enfants approchent, que les travailleuses s'y associent. Puis c'est sûr qu'elle est toujours de plus en plus revendicatrice, là, autant dans ses postures pour illustrer la mobilisation en cours et tout ça. Puis, moi, j'aime ces Lulu dans le oui. vent. Il faut savoir qu'elle a de beaux Lulu dans le vent. Là. Mais donc, Camille Robert, dans ta thèse de doctorat, est-ce que le mot mobilisation revient souvent? J'imagine que si. Oui, il faudrait que je fasse un petit contrôle F. Mais c'est sûr que moi, j'ai regardé plutôt les années 80, donc avant la création du réseau des CPE, puis avant les premières grèves là, des éducatrices qui étaient syndiquées. Mais justement, je me suis intéressée à cette continuité-là des années 70 jusqu'à la fin des années 80, aux années 90. Puis même moi, comme usagère, comme parent d'un enfant qui fréquente un CPE, je vois toute l'importance du travail que le personnel éducateur puis le personnel général fait. Puis c'est absolument impressionnant. Puis les mobilisations, effectivement, sont tellement importantes dans ce secteur-là. Puis on voit que les milieux qui sont les plus dévalorisés, c'est les milieux qui sont le plus près du travail de care. Puis plus les enfants sont jeunes, moins c'est valorisé, versus ce que le personnel enseignant gagne au préscolaire, primaire, secondaire. Alors que, selon moi, c'est un travail qui est tout aussi exigeant, là, parfois même plus. Là. Puis les ratios sont assez importants, les ratios d'enfants. Puis je connais pas tous les détails de la négociation, mais je comprends aussi que le gouvernement veut forcer du 5 jours semaine versus du 4 jours semaine, forcer du 40 heures semaine, alors qu'on sait que c'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement fatigant comme travail. Comme parents, on le voit là, quand on garde les enfants à la maison, s'il y a une journée de grève, on se rend bien compte que... Puis on en a 1, 2, 3 des fois. Donc, on voit tout ce que ça prend. Puis au niveau aussi, également, sur le plan des compétences, ce qu'on reçoit comme portrait du développement de l'enfant, c'est extrêmement exhaustif, c'est précis, c'est détaillé. On voit vraiment qu'il y a des observations, des réflexions derrière. Aussi sur le plan des interventions, de la gestion des conflits entre enfants, oui, honnêtement, je suis admirative là, devant le travail des éducatrices puis aussi devant leur mobilisation, franchement, là, pas juste comme historienne, mais aussi comme parent. Bien, c'est visiblement une belle histoire de mobilisation. Puis, un grand merci de nous en avoir parlé aujourd'hui. Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Anne-Joëlle Galipeau, présidente du STT des CPE de Montréal et de Laval, CSN. Et Camille Robert, doctorante en histoire. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Venez d'entendre Coup de mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Vous pouvez suivre ce balado en vous y abonnant via votre plateforme de balado préférée ou encore vous allez sur le site web du Conseil central du Montréal métropolitain. Ici Daniel Leduc, merci pour votre écoute et à la prochaine. Coup de mob.